Je me présente, Cliff Chatterton, des amputés de guerre du Canada. La découverte récente d'une merveilleuse collection de tableaux illustrant la Première Guerre mondiale nous a inspiré le sujet de ce film, par lequel nous voulons rendre hommage à ceux qui se sont battus en 14-18. Bien des gens croient que ces tableaux ont trop tardé à trouver une place permanente au musée. Aujourd'hui, avec notre nouvelle galerie nationale, leur proposition sera peut-être considérée. Cette collection est l'œuvre de Mary Ryder Hamilton, un être extraordinaire, comme vous le constaterez dans ce film, où il sera aussi question, bien sûr, des glorieux exploits de ceux qui sont allés nous défendre dans ce conflit que l'on croyait ultime. Mary Ryder Hamilton était âgée de 41 ans quand le Canada est entré en guerre contre l'Allemagne en 1914. À cette époque, elle était sur le point d'être reconnue comme une peintre de premier rang, mais il lui était interdit d'accompagner les combattants au front. Ce rôle était réservé aux seuls artistes de sexe masculin. Dès la signature de l'armistice, 4 ans plus tard, alors que des Canadiens occupaient encore certains champs de bataille, Mary Ryder Hamilton prit ses pinceaux et son chevalet et quitta le Canada pour aller en Europe. Je vais en Europe pour peindre les lieux où tant de nos vaillants Canadiens ont combattu jusqu'au sacrifice de leur vie. L'authenticité des scènes exige que cela soit fait avant qu'on ne commence à reconstruire la France et la Belgique. Mary Ryder Hamilton était dévorée par la passion de laisser en héritage le récit du courage et de la bravoure engendrés par ce carnage, dépassant en brutalité celui de tous les conflits qui l'avaient précédé ou suivi. Le feu avait cessé, mais la guerre de Mary Ryder Hamilton n'était pas sans danger. Quel fut donc le mérite de cette Canadienne éprise de patriotisme, d'âge déjà mûr et veuve par surcroît? Celui, tout simplement remarquable, de s'être rendue sur les champs de bataille, seule et sans argent, ou presque. Ce voyage n'avait rien des pérégrinations plaisantes de la vie d'artiste. Impossible de se loger et de se nourrir dans ces terres dévastées. D'ailleurs, avant même de quitter le Canada, Mary Ryder Hamilton savait fort bien qu'il lui faudrait renoncer au confort matériel pour accomplir sa mission. Cependant, ce dont elle ne pouvait pas se douter, c'était le danger physique qu'elle allait courir. Danger provenant non seulement des eaux contaminées, des conditions de vie extrêmement pénibles et de la vermine, mais aussi des déserteurs et des criminels réfugiés dans les recoins de ces champs de bataille. Se déplacer dans ces secteurs équivalait à s'exposer aux blessures et à la mort, car c'était un véritable enfer de champs criblés d'obus non éclatés, d'objets piégés, de mines, et hantés, ne l'oublions pas, par des hommes capables de tout. Les manchettes des journaux du temps témoignent des exploits de Mary Ryder Hamilton. Permettez-moi de vous en citer quelques-unes. Une intrépide Canadienne vit de pénibles aventures en peignant le décor cauchemardesque de la Somme. Une autre dit, dans une entrevue saisissante, Mary Ryder Hamilton raconte ses 3 années de travail, seule, au cœur de la France dévastée. Une autre encore, sous la menace de chacals humains. Et celle-ci, une artiste solitaire tenue continuellement à la merci de bandes de criminels errants. Et une autre encore. Des assassins attentent à sa vie dans les terres dévastées. Voici d'ailleurs une description faite par Mary Ryder Hamilton elle-même dans une lettre à sa famille au Canada. Le premier jour que j'ai passé à Vimy, il faisait froid et il neigeait. Je suis contente de l'avoir vu sous des conditions difficiles, car je veux m'imprégner de l'esprit qui y régnait. Il est heureux que je sois arrivée avant qu'il ne soit trop tard pour en recevoir une impression réelle. Les changements s'effectuent rapidement. Déjà, depuis le peu de temps que je suis sur place, je constate une grande transformation. D'ici quelques mois, il restera bien peu de traces de la guerre. Il m'est impossible de vous décrire mes impressions pour la simple et bonne raison qu'elles sont trop profondes. Il n'y a absolument rien de plaisant à voir dans ce pays dévasté. On est confronté, au contraire, à une succession de tragédies. Un journaliste new-yorkais à la plume expressive a dépeint son odyssée en ces termes. Que de courage il fallut à cette femme peintre pour se rendre seule dans ce pays apocalyptique de la Somme au lendemain du conflit. Un pays peuplé de fantômes, où chaque bruissement de feuilles provoque un frisson de terreur, et où même les mares ont été empoisonnées par l'abominable souffle de la guerre. Et ce,
armé de toiles et d'une boîte de couleurs, dans le but de fixer à jamais toutes ces scènes d'enfer avant que la nature, dans sa bonté, ne recouvre les cicatrices et les blessures infligées par la main sacrilège de l'homme. Voici donc le milieu dans lequel Mary Ryder Hamilton vécut pendant plus de 3 ans, s'abritant dans des bâtiments abandonnés et n'ayant pour subsistance que les maigres provisions obtenues des rares fermiers revenus dans la région. Durant ces 3 années-là, elle peignit le nombre incroyable de 350 toiles, illustrant, ainsi qu'elle le disait elle-même, des scènes d'une terrible beauté. Afin que l'humanité sache ce que ses compatriotes à elle, les combattants canadiens, avaient connu des horreurs de cette guerre. Les croquis de ces paysages ravagés, esquissés à la hâte par l'artiste, baignent dans une lumière fantomatique. Chacun témoigne de la dévastation et de la tristesse ambiante. D'ailleurs, a-t-on écrit, ces scènes ne présentent ni héroïsme, ni trace de vainqueur, ni allusion à une cause, quelle qu'elle soit. Elles sont peintes en tons sourds de gris, de vert et de brun. Elles ont pour sujet des tranchées, des villages en ruine, et des croix sur des tombes dans une sorte d'éclairage surnaturel. Mary Ryder Hamilton ne recherchait pas la précision visuelle dans ses tableaux. Son œuvre constitue plutôt un compte-rendu personnel traduisant l'impression que ces scènes d'horreur produisaient chez elle. J'habite dans l'un des baraquements militaires. Cela vous aurait amusé de voir le déménagement de ma baraque du camp canadien à celui des 9 Ormes. 20 Chinois l'ont soulevée telle qu'elle et l'ont tout simplement transportée. Le temps est terriblement froid et pénible, mais j'ai l'intention de demeurer ici tant que je n'aurai pas accompli ce que je suis venu y faire. Mon séjour a été passionnant, mais d'un autre côté, j'ai connu des épreuves qu'on ne saurait imaginer. Seul, sans aucune aide, vivant parmi les paysans, parcourant de longs kilomètres à pied, et privé de nourriture parce que j'étais incapable de manger ce que l'on m'offrait, soit des aliments cuits dans une abominable matière grasse. Sa mauvaise alimentation, son exposition aux éléments, la tension inhérente à sa situation et son besoin presque maladif de se surmener, tous ces facteurs contribuèrent à ruiner la santé de Mary. J'ai été dans l'impossibilité d'écrire depuis la dernière lettre que je vous ai adressée, à cause de cette douleur à la nuque qui m'empêche d'écrire ou de m'exprimer de manière intelligente. Je ne peux pas m'attendre à recouvrer la santé en une journée après avoir été soumise si longtemps à une forte tension. En un certain sens, cela lui coûta la vie. Elle revint au Canada en mauvais état de santé et ne put jamais se remettre à peindre sérieusement par la suite. Mary Ryder Hamilton, dont le succès en Europe lui avait valu d'être saluée comme peintre de renommée mondiale, coula ses jours au Canada dans l'oubli le plus complet, à l'exception d'une brève renaissance de sa popularité peu avant sa mort à l'âge de 80 ans.
Bien que Mary n'ait permis que de rares expositions de son œuvre sur les champs de bataille avant que sa mission ne soit terminée, elle n'en avait pas moins acquis une réputation internationale. Elle fut décorée par le gouvernement français. À Londres, à Paris et à New York, des galeries réclamaient ses tableaux. Mary Ryder Hamilton avait heureusement eu l'instinct de se rendre sur les champs de bataille dévastés avant que les travaux de reconstruction ne soient entrepris. Elle fut donc en mesure de créer l'une des rares, sinon la seule collection authentique de peintures illustrant l'Europe déchirée par la guerre, telle qu'elle était dans les derniers jours de la Première Guerre mondiale et durant les quelques années qui ont suivi. En fait, telle était la générosité de cette patriote canadienne qu'elle refusa de vendre une seule de ses peintures. Elle donna la collection tout entière aux Archives nationales à Ottawa en hommage à ces hommes qu'elle avait si bien aimés. J'ai peint ces tableaux pour les hommes, et bien sûr, c'est à eux qu'ils reviennent. C'est mon plus grand désir de faire don de cette collection de peintures au gouvernement canadien, si celui-ci les juge dignes d'être reçus. Ma seule condition, c'est que le gouvernement canadien les prenne entièrement à sa charge, les conserve dans un lieu permanent, en protège les droits de reproduction et s'en serve par tous les moyens possibles au profit des anciens combattants et des personnes à leur charge, de même que celui des personnes à la charge des hommes qui ont péri. Durant la guerre de 14-18 en Europe, des Canadiens s'engagèrent et allèrent se battre en France. Mary Ryder Hamilton voulut enregistrer leurs gestes sans chercher à illustrer un exploit en soi, mais surtout pour montrer l'état de dévastation après la guerre. L'ironie, c'est que, entre les deux guerres, bien peu connaissaient l'existence de cette mine de trésors artistiques. La Seconde Guerre mondiale amena avec elle une nouvelle vague de peintres pour l'immortaliser. Et la possibilité que l'on exposa enfin les tableaux de Mary devint de plus en plus mince. Heureusement, il y eut l'inspiration et la ténacité de la docteure Angela Davis. La docteure Davis est professeure associée d'histoire au St. John's College de l'Université du Manitoba à Winnipeg. C'est elle qui soumit aux amputés de guerre du Canada le projet de faire restaurer les tableaux de Mary Ryder Hamilton et de les exposer. La première exposition de ces œuvres est offerte aux Canadiens par le biais inhabituel de ce film. Mais elle sera bientôt suivie d'autres expositions où le public pourra admirer sur place ces trésors artistiques. Dr. Davis en connaît très long sur la vie de Mary Ryder Hamilton. Dites-nous quelques mots sur sa formation et son milieu. Oui, Mary Ryder Hamilton est venue au monde à Teeswater, en Ontario, en 1873. Son père, un jour, déménagea au Manitoba pour établir une ferme dans la région de Clearwater. Pour sa part, Mary Hamilton se maria vers 1890, croyons-nous. Et le couple alla s'installer à Port Arthur. Toute jeune, Mary était de ces enfants qui passent leur temps à peindre et à dessiner. De toute évidence, elle était naturellement douée pour la peinture. Son mariage ne dura que 3 ans, car son mari mourut en 1893. Alors, elle déménagea, semble-t-il, à Winnipeg, où habitait déjà sa mère, et elle ouvrit un studio. Elle se consacra à l'enseignement de l'aquarelle et de la peinture sur porcelaine. Enfin, toutes ces choses qui étaient à la mode dans ce temps-là. Et vers 1901, elle décida d'aller en Europe pour y étudier. Et vous seriez gentil de nous parler des maîtres qui l'ont formée quand elle était en Europe et grâce auxquels, sans doute, elle allait un jour acquérir son prestige. Au lieu d'aller tout de suite à Paris, c'est étrange, elle se rendit en Allemagne, où elle étudia chez un artiste d'origine italienne, mais œuvrant à Berlin. Il s'appelait Franz Skarbina. Elle y resta environ 18 mois, et Skarbina affirmait qu'elle était l'une de ses meilleures élèves. Et puis elle partit pour Paris, où elle étudia à l'Académie Viti, qui comptait parmi d'autres académies importantes. L'Académie Julian, Calarossi et le reste. Elle a donc reçu une formation traditionnelle pour l'époque. Elle a connu un très grand succès là-bas.
Ces tableaux furent exposés au salon. Ils furent reproduits jusque sur la couverture des magazines, tout ça. Elle a quitté Paris et elle est rentrée en 1911 au Canada parce que sa mère était très malade. D'ailleurs, elle mourut cette année-là, je pense. Mais elle disposait de 150 toiles qu'elle avait rapportées. On lui organisa donc des expositions très courues, soit à Toronto, Ottawa et Winnipeg. Et puis, elle fut prise de l'envie de voyager dans l'ouest du pays pour peindre les montagnes rocheuses. Et elle se rendit donc à Banff et à Calgary. Elle disait que les Européens ne connaissaient pas suffisamment les paysages canadiens. Et elle voulait aller montrer ces tableaux-là en Europe. Malheureusement, les événements allaient modifier ses projets. Par le temps où elle arriva enfin à Victoria, on était en 1914 et on sait ce qui s'est passé. Oui, la Première Guerre mondiale a éclaté, en effet. Et si j'en crois ce que j'ai lu, ce conflit la touchait au plus haut point. Et elle voulait, dit-on, y contribuer à sa manière. Est-il vrai qu'il lui fut interdit de partir pour aller peindre des scènes de guerre, parce qu'il y eut un certain nombre d'artistes très bien connus qui ont reçu mission de le faire, et tous des hommes, si je ne fais pas erreur. Oui, c'est exact, selon diverses sources, oui. Après avoir séjourné si longtemps en France, elle éprouvait du dépit et elle croyait qu'elle aurait dû retourner là-bas en France. C'est évident, ça. Mais je ne sais pas à quel titre elle s'imaginait qu'elle y travaillerait. J'ignore aussi si elle a demandé à devenir officiellement peintre de guerre. Quelques membres du groupe des 7 furent officiellement nommés peintres de guerre. A.Y. Jackson, F.H. Varley, Franz Johnson et un certain nombre d'autres artistes canadiens, dont Cyril Barrow. Je ne sais pas si elle était au courant que c'était ce groupe-là en particulier qui travaillait pour les archives de guerre canadiennes. Mais chose certaine, il lui fut impossible à elle d'aller sur place. Par contre, elle fit donc de nombreuses toiles à des œuvres de nature patriotique, comme la Croix-Rouge et le reste. Je suis curieux de savoir si, en tant qu'artiste, elle avait un statut suffisant pour qu'on l'engage comme peintre pour illustrer la guerre. Autrement dit, était-elle aussi connue que cela au Canada et à l'étranger? Je ne pense pas que c'était le cas au Canada. On s'en aperçoit d'après les articles de presse qui ont été publiés à son sujet. Quand elle revenait au pays, c'était chaque fois les mêmes questions qu'on lui posait sur sa personne d'abord et sur sa réputation en Europe et le reste. Mais il ne faut pas oublier que les artistes qui peignaient pour les archives de guerre canadiennes recevaient leur engagement du ministre de l'Information britannique, Lord Beaverbrook. Ça n'était donc pas une affaire entièrement canadienne. Alors, pour continuer dans l'ordre chronologique du reste de son histoire, aussitôt que la guerre a pris fin, n'est-ce pas, en 1918, elle s'est mise à faire des projets pour aller sur les champs de bataille en France. Quand on considère la chose dans son contexte historique, j'aimerais bien savoir en quoi consistaient ces projets. À vrai dire, j'ignore si elle avait une idée précise de ce qu'elle pourrait faire en Europe, mais il est certain qu'en 1918, lorsque l'armistice devint imminente, elle plia bagage et partit de Victoria pour aller à Vancouver. Est-ce qu'elle cherchait vraiment des engagements? Ça, je n'en sais rien, mais elle en a néanmoins reçu un de la part d'un magazine appelé The Gold Stripe, et que vous connaissez sans doute très bien, puisqu'il était parrainé par le Club des amputés de Colombie-Britannique. Elle devait peindre les champs de bataille en Europe avant qu'on entreprenne de les nettoyer et de les reconstruire. Et par la suite, ces tableaux devaient prendre le chemin de la Colombie-Britannique. Certaines peintures devaient être exposées et d'autres reproduites dans le magazine. Elle quitta le Canada au début de 1919 pour se retrouver dans la région des champs de bataille au mois de juin de la même année. Au sujet de son style artistique, tel qu'on le voit précisément dans les toiles qu'elle a peintes en France, quelle serait votre description de ce style? J'ai l'impression que quand elle était sur les champs de bataille, elle ne se souciait aucunement de style. À mon avis, elle ne peignait
qu'à partir des émotions inspirées par les scènes qu'elle voyait, de ses sentiments à la vue d'une pareille dévastation. Auparavant, ses toiles étaient empreintes de traditionnalisme académique. Son style était très méticuleux et très figuratif. Mais il ne subsiste rien de tout cela dans ces tableaux des champs de bataille. Ceux-ci sont tout à fait spontanés. Il y en a un, entre autres, qui représente la scène assez horrible d'une potence où une partie d'être humain se trouve encore suspendue. Je crois qu'il est intitulé « Pauvre France souffrante ». C'est le seul de ce genre que j'ai vu dans la collection. Mais ce tableau pourrait facilement s'inscrire dans la tradition de Goya ou de Picasso, deux grands maîtres qui ont peint de ces scènes d'horreur. Je crois d'ailleurs que les peintures qu'elle a faites de tous ces champs de bataille dans le nord de la France lui ont valu d'être décorée par le gouvernement français. Oui, c'est vrai, elle fut la seule artiste canadienne à recevoir cet honneur. Elle fut décorée par un général qui organisait une levée de fonds pour construire un panthéon sur les champs de bataille, un monument à la mémoire des soldats tombés dans la Somme. Je dois dire qu'en fait, il ne fut jamais bâti, mais dans ce temps-là, ça devait être un monument commémoratif. Et elle n'était que la seconde femme à recevoir une telle récompense, paraît-il. On s'aperçoit qu'elle devait être émue et terriblement attristée aussi par la peinture qu'elle faisait ici et là dans les zones de guerre. Croyez-vous que cela ait changé sa carrière, que cela l'ait changée en tant que personne? Oui, je crois que oui. Certainement, ça l'a changé. Elle a connu un succès immense. Elle a reçu cette décoration et par la suite, ses tableaux ont été exposés à l'Opéra de Paris. Ils furent aussi exposés au Surrey House de Londres en 1923. Ce fut donc pour elle une période très occupée. Elle était au sommet de sa carrière. Mais vint le jour où elle commença à manquer d'argent. Elle retourna à Paris. Et puis, elle tomba malade. Elle dut être hospitalisée. Et elle perdit malheureusement l'usage d'un œil. Et tout indique qu'elle se désintéressa alors de la peinture. Car on voit dans les archives qu'elle abandonna complètement la peinture, le type de peinture qu'elle faisait d'habitude. Elle décida de se mettre à la décoration de tissus pour gagner de l'argent et rentrer au pays. Elle devint très habile dans ce métier. Elle excella jusqu'à gagner un prix et ce fut assez pour revenir au Canada. Elle n'aurait sans doute pas eu d'ennui financier si elle avait vendu ses tableaux peints sur les champs de bataille. Mais elle refusait de le faire. Une petite question, s'il vous plaît. En passant, du point de vue des anciens combattants, ne serait-il pas exact de dire, dans notre jargon, qu'elle a été victime des champs de bataille, en un sens? C'est possible, et de bien des manières, je crois que... certainement, ils lui ont ruiné la santé. Et à mon avis, ils l'ont aussi transformée en tant que peintre. Avant de vivre cette expérience, elle devait se sentir très assurée dans son style académique traditionnel. Mais soudainement, elle a changé. Les champs de bataille allaient modifier son style. Elle n'avait jamais peint de pareils sujets. Il est permis de croire qu'elle s'est sentie un peu perdue à son retour au Canada. Chose certaine, c'est qu'elle a produit peu de toiles. Pendant un certain temps, elle habita à Winnipeg, où elle ouvrit un studio. Puis, dans les années 30, elle s'installa à Victoria, où elle fit de même. Elle se trouvait prise, toutefois, dans le tourbillon d'une période de transition, le Canada se mettant enfin à l'heure du modernisme. Elle ne semblait pas pouvoir y trouver sa place. Aussi, petit à petit, elle disparut de la scène publique et sombra dans l'oubli. C'est très triste. On se rend compte que Mary Ryder Hamilton était animée de très profonds sentiments envers les hommes qui avaient fait le sacrifice de leur vie durant cette guerre. Croyez-vous que dans ses toiles, elle a su reproduire pour nous ce sentiment qu'elle avait envers eux? Oui, je le crois, oui, en dépit du fait qu'il n'y a aucun ou presque pas de personnage vraiment dans ses peintures. Elle a bien réussi à le traduire. En regardant ses toiles, on est étreint par l'émotion que nous inspirerait la vue de paysages aussi désolés. D'ailleurs, son refus de vendre cette collection de tableaux en dit long sur les sentiments qu'elle éprouvait. Elle voulait la conserver en hommage à la mémoire des hommes qui avaient péri. Comme vous le savez,
Elle en fit don aux Archives nationales du Canada pour que les archives les utilisent au profit des familles, des personnes à la charge des combattants qui avaient perdu la vie. Donc, elle ne considérait pas que ces peintures-là devaient être vendues dans les diverses galeries, au même titre que d'autres toiles. Une dernière question. Vous qui la connaissez fort bien en tant que personne, puisque vous l'avez étudiée, quelle serait sa réaction, selon vous, si elle savait qu'aujourd'hui, plus de 70 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, nous nous apprêtons à exposer sa collection au public canadien? C'est une question difficile, ça. Elle ferait peut-être montre d'ironie. On sait, je crois, qu'elle fut redécouverte autour des années 40. Et certains de ses amis ont tenté de la convaincre de se remettre à la peinture. Ils ont au moins réussi à exposer de ses œuvres à nouveau. Cependant, je suis persuadée qu'elle en aurait été fort heureuse. Un fait est certain, à son retour au Canada en 1926, les gens en étaient rendus au point où ils ne voulaient plus rien savoir de la guerre. Et ils ne s'imaginaient même pas qu'il pourrait y en avoir une autre. En ce moment, on constate un nouvel intérêt envers la Première Guerre mondiale. Et j'imagine qu'elle aurait été satisfaite de voir cet intérêt s'étendre à ses œuvres. Ce cimetière de soldats me paraît l'endroit tout choisi pour conclure sur quelques remarques. En effet, avant tout, nous voulons remercier de tout cœur la docteure Angela Davis d'avoir fait connaître les toiles trop longtemps oubliées de Mary Ryder Hamilton. C'est une bien heureuse coïncidence pour nous que les amputés de guerre aient contribué une autre fois à défrayer les coûts du séjour de Mary Ryder Hamilton en France. Ces peintures constituent un cruel rappel de la folie des combats, de la guerre, et sont un apport convaincant à l'actuel projet des amputés de guerre, Jamais plus la guerre, qui vise à démontrer l'absurdité de ces tueries. Il ne faut plus jamais que de pareils conflits se produisent. Mary Ryder Hamilton désirait ardemment laisser en héritage sa collection de tableaux à la mémoire des braves de la Première Guerre mondiale et de leurs exploits. C'est maintenant chose faite. Quitté notre foyer, mais pas nos cœurs. Comme on t'a aimé, de la terre jusqu'à la mer. Où est la gloire? Jamais plus la guerre.